L'affaire des aides vient, une fois de plus, de faire grimper la pression entre Alger et Paris. Comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier brûlant agit comme un rappel brutal. Parler d'apaisement aujourd'hui relève presque de la fiction. Depuis plus d'1 an et demi, les relations entre les deux pays restent marquées par une tension persistante. Et tant que l'affaire des aides vient, une fois de plus, de faire grimper la pression entre Alger et Paris. Comme beaucoup l'avaient anticipé, ce dossier brûlant agit comme un rappel brutal. Parler d'apaisement aujourd'hui relève presque de la fiction. Depuis plus d'1 an et demi, les relations entre les deux pays restent marquées par une tension persistante. Et tant que l'affaire AMDZ ne sera pas entièrement éclaircie, tant que toute la vérité ne sera pas mise sur la table, toute idée de rapprochement paraît illusoire. Nous sommes le 26 mars 2026 et dans cette émission, nous allons revenir en détail sur un épisode révélateur, la convocation officielle du chargé d'affaires français à Alger par le ministère algérien des Affaires étrangères. Une rencontre loin d'être protocolaire, où le représentant de la France a surtout été rappelé à l'ordre, pour ne pas dire sérieusement recadré. Disons-le avec une pointe d'euphémisme, Alger a voulu recadrer le représentant français, mais derrière cette formule presque douce se cache en réalité une protestation particulièrement musclée, puisque les autorités algériennes ont vivement dénoncé la décision de prolonger l'incarcération provisoire d'un agent consulaire basé à Créteil, un homme soupçonné d'être impliqué dans une affaire lourde, enlèvement, séquestration et possible opération à caractère terroriste, visant le blogueur et cyberactiviste Amir DZ à la fin du mois d'avril 2024. Ce jeudi, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué sans ambiguïté indiquant que le chargé d'affaires français à Alger a été officiellement convoqué pour entendre une contestation ferme concernant la décision prise la veille, mercredi, de prolonger d'1 année supplémentaire cette détention provisoire et selon Alger, le diplomate français a été clairement sommé de prendre en compte un point jugé inacceptable. Cet agent est détenu depuis avril 2025, malgré la protection théorique que lui confère la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Mais ce n'est pas tout, puisque le ministère a également exprimé une indignation particulièrement appuyée face aux conditions de détention, qualifiées sans détour d'inacceptables, révélées notamment lors de la première visite consulaire autorisée le 17 mars, et comme pour enfoncer le clou, un message a été adressé sans détour aux représentants français. Une telle décision, difficilement défendable selon Alger, ne restera pas sans conséquences sur l'évolution déjà fragile des relations entre les deux pays. En résumé, les autorités algériennes digèrent très mal le fait que, dans cette affaire, l'un de leurs agents consulaires reste toujours derrière les barreaux. Ce qui frappe d'emblée, c'est le silence total côté algérien. Aucune réaction officielle, aucun commentaire et surtout aucune enquête ouverte sur cette affaire MDZ sur le sol algérien, comme si le dossier n'existait tout simplement pas. À l'inverse, la justice française, elle, s'est mise en mouvement sans tarder, en lançant des investigations. Et contrairement à ce que certains laissent entendre, l'homme du consulat de Créteil n'est pas seul concerné, puisque plusieurs individus, 8 au total, se retrouvent aujourd'hui impliqués et, pour certains, incarcérés. Et dans cette émission, nous allons justement entrer dans le détail pour comprendre les raisons derrière la prolongation de la détention provisoire de cet agent, mais aussi se poser une question qui dérange. Les protestations du ministère algérien des Affaires étrangères sont-elles réellement crédibles alors que les éléments s'accumulent et semblent de plus en plus accréditer l'implication de certains responsables algériens dans cette affaire MDZ? Une affaire qui dépasse largement le simple fait divers et qui ne peut être réduite à une invention médiatique ou à une exagération sensationnaliste venue de France. Rappelons également que ce dossier est désormais entre les mains du parquet national antiterroriste, qu'il a été officiellement requalifié en affaire relevant d'une entreprise terroriste, même si, bien sûr, la présomption d'innocence doit être respectée puisqu'aucun procès n'a encore eu lieu, aucun jugement n'a été rendu et aucun verdict n'a été prononcé. Mais à ce stade, des soupçons solides existent déjà quant à l'implication d'un État étranger, en l'occurrence le régime algérien, dans cette opération. On aurait presque voulu y croire. Après la récente visite de Laurent Lunès à Alger au début de l'année 2026, certains imaginaient déjà un apaisement,
une sortie progressive de la confrontation, comme si la page des tensions allait enfin se tourner. Mais la réalité rattrape vite les illusions, car on l'avait répété encore et cela n'a visiblement pas changé, tant que cette affaire sensible reste non résolue, impossible de parler de réchauffement entre les deux pays. Et lorsque l'UNES s'est rendue à Alger à la mi-février, juste avant le Ramadan, on avait déjà prévenu que cette crise resterait comme un caillou dans la chaussure, ou plutôt une épine bien plantée dans le pied des relations algéro-françaises. D'autant plus que du côté algérien, entre justice et pouvoir, on persiste dans une forme de déni difficile à défendre face aux faits. Maintenant, revenons à la base, aux éléments concrets, car derrière tout cela se trouve un homme, un agent du consulat d'Algérie à Créteil, arrêté aux alentours du 11 avril 2025, placé en garde à vue, puis rapidement présenté devant les magistrats du parquet national antiterroriste avant d'être incarcéré quelques jours plus tard, autour du 13 ou 14 avril, et depuis cela fait presque 1 an qu'il est derrière les barreaux. Cet homme, Smaïl R, n'est pas un simple fonctionnaire, ni un diplomate ordinaire, puisqu'il appartient aussi au service de renseignement algérien. Une double fonction qui, contrairement à ce que certains pourraient croire, n'a rien d'exceptionnel dans ce contexte. Car dans de nombreux cas, les représentants diplomatiques algériens à l'étranger cumulent ces rôles, étant à la fois envoyés officiels et membres du renseignement extérieur, une structure connue sous le nom de DGDSE ou DDSE, étroitement liée à l'appareil diplomatique. Dans des pays jugés stratégiques comme la France, l'Espagne, le Maroc, l'Égypte ou encore l'Italie, il est fréquent que ces diplomates soient en réalité des officiers, parfois colonels ou lieutenants-colonels, issus des services secrets, formés à la fois au code diplomatique et aux missions de renseignement. Et pour être clair, cette pratique n'est pas propre à l'Algérie, puisque dans d'autres grandes puissances, y compris la France, de nombreux ambassadeurs ont également des liens étroits avec leurs services de renseignement extérieur. D'ailleurs, ce mélange des genres n'a rien d'exceptionnel. Que ce soit du côté de la CIA, des services russes ou chinois, cette proximité, parfois trouble, souvent silencieuse, entre diplomatie et renseignement existe partout, presque comme une règle implicite. Mais le véritable sujet n'est pas là, car ce qui compte vraiment, c'est que dans cette affaire, ce ne sont pas 1 ou 2 individus isolés qui sont concernés, mais 8 personnes au total actuellement détenues. Et le parquet national antiterroriste a pris la décision claire de prolonger leur détention provisoire d'1 année supplémentaire, une mesure qui s'applique à l'ensemble des suspects impliqués dans ce dossier MDZ. Un dossier particulièrement lourd, puisqu'il englobe enlèvement, séquestration et même tentative d'homicide dans un cadre lié au terrorisme. Alors pourquoi parler de terrorisme justement? Pourquoi cette qualification? Tout simplement parce que les éléments de l'enquête laissent penser à l'intervention d'un groupe structuré, recruté et financé par un État étranger pour mener une opération clandestine sur le territoire français. Une action qui, par sa nature, aurait pu gravement perturber l'ordre public, voire porter atteinte à la sécurité nationale, ce qui justifie pleinement l'usage de cette qualification par la justice française. Dès lors, difficile de soutenir que les autorités judiciaires françaises s'acharnent sur Smaïl R, puisqu'il n'est qu'un maillon parmi d'autres dans cette affaire, même si cet aspect est rarement mis en avant par le régime algérien, car en réalité ils sont bien 8, et tous ont vu leur détention provisoire prolongée d'1 année, sans exception. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Plusieurs suspects n'ont pas été arrêtés en même temps, certains ont été interpellés bien plus tard, notamment autour du mois de juin 2025, ce qui montre que l'enquête s'est construite progressivement. Parmi eux, le premier à être incarcéré reste Smaïl R, arrêté avec 2 autres individus qui, eux, auraient bénéficié d'un placement sous contrôle judiciaire, tandis que lui a été directement envoyé en détention, et c'est un point essentiel à souligner car cela confirme qu'il n'est en aucun cas un cas isolé dans ce dossier. Maintenant, prétendre que la justice française agit par simple caprice ou dans le but de provoquer Alger relève plus du discours politique que de la réalité. Car une incarcération de ce type ne repose jamais sur du vide. Elle suppose l'existence d'éléments concrets, qu'il s'agisse de preuves tangibles ou d'indices particulièrement accablants. Il faut aussi comprendre que, dans le cadre du droit pénal français, la notion d'entreprise terroriste n'est pas une étiquette posée au hasard,
mais un cadre juridique précis qui permet de qualifier certaines infractions lorsqu'elles s'inscrivent dans une démarche organisée visant à semer la peur ou à perturber gravement l'ordre public, notamment à travers des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique. Et dans le cas de Miss Rue des Z, cette qualification s'explique par plusieurs facteurs déterminants. L'implication supposée d'un État étranger, l'existence d'un groupe structuré, une véritable organisation, et surtout un objectif qui dépasse largement le simple crime de droit commun, puisque l'opération visait une cible pour des raisons politiques et non pour de l'argent ou un règlement de compte ordinaire, ce qui justifie pleinement que l'affaire soit traitée par le parquet national antiterroriste plutôt que par une juridiction classique. Ce n'est pas un hasard si MRDZ s'est retrouvé kidnappé puis séquestré. Ce n'est ni son argent, ni un simple différend personnel qui l'ont désigné comme cible, mais bien ce qu'il représente et ce qu'il dit. Blogueur influent, cyberactiviste suivi par plus d'1 million de personnes sur Facebook, actif sur YouTube, Instagram et TikTok, il s'est imposé comme une voix dérangeante en critiquant ouvertement les dirigeants algériens et surtout en allant plus loin que de simples opinions, en exposant des dossiers sensibles, en évoquant leur sphère privée, leurs proches, mais aussi des affaires bien plus lourdes, corruption, crimes, enjeux politiques, autant de sujets qui, évidemment, ne passent pas inaperçus. C'est précisément cette dimension qui fait toute la différence, car on ne parle pas ici d'un enlèvement classique motivé par l'argent, ni d'un règlement de compte banal ou d'un acte impulsif, mais d'une opération pensée, organisée, structurée en amont, avec un objectif clair. Neutraliser une voix critique pour des raisons politiques et potentiellement la livrer à une entité étrangère, ce qui donne à l'ensemble une gravité toute particulière et explique pourquoi l'affaire est qualifiée d'entreprise terroriste. Si Ismail R. se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux, au même titre que les 7 autres personnes impliquées, ce n'est certainement pas par hasard ni par acharnement, mais bien parce que des éléments sérieux existent, contrairement à ce que tentent de faire croire les autorités algériennes depuis le début, leur ligne de défense reposant sur une idée simple, il n'y aurait rien, ou presque rien contre lui, à part un simple relevé de bornage téléphonique. Sauf que cette version ne tient pas vraiment, car non seulement ces données sont déjà en elles-mêmes troublantes, mais elles ne constituent qu'une partie d'un ensemble bien plus large, puisqu'Ismail R. a été localisé à proximité du lieu de l'enlèvement quasiment au moment des faits, aperçu près du domicile de la victime, puis à proximité de l'endroit où elle a été retenue, ce qui déjà pose question. Mais surtout, ce n'est pas tout, car des échanges, des communications et des traces numériques ont été identifiés, révélant des contacts entre lui, des individus liés au milieu criminel et des intermédiaires ayant servi de relais entre certains responsables des services algériens et le groupe ayant exécuté l'opération, ce qui dépasse largement le simple cadre d'un bornage téléphonique, contrairement à ce que l'on tente de faire croire. Et si la justice française a choisi de le placer en détention plutôt que sous contrôle judiciaire, alors même qu'il disposait d'un statut officiel et d'un passeport de service, c'est notamment en raison d'un risque évident, celui de la fuite. Un scénario loin d'être théorique, puisque 2 autres figures importantes liées à cette affaire, des diplomates et agents des services algériens, ont tout simplement quitté le territoire français au moment où l'enquête s'intensifiait, à commencer par un premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, rapatrié discrètement dès que les investigations ont été lancées par les autorités françaises. Preuve que la crainte d'une disparition n'était pas infondée. Et puis, il y a cet autre nom qui revient, qu'on hésite presque à prononcer tant il semble s'être volatilisé. Oussamadine Baziz. Voilà, c'est bien lui. Vice-consul au consulat d'Algérie à Créteil, officier avec le grade de lieutenant-colonel et surtout, l'un des maillons importants de cette affaire. Après Salah Saloum, premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, lui aussi a été discrètement renvoyé vers Alger, mais pas de manière ordinaire, puisqu'il n'a même pas emprunté les circuits classiques de sortie du territoire, comme si le simple passage par un aéroport français représentait un risque trop grand. Il a donc été exfiltré en passant par l'Italie avant de regagner son pays. Un itinéraire qui en dit long. Au final, on se retrouve avec 2 figures clés, citées à plusieurs reprises par différents témoins, y compris par Ismail R. lui-même, pourtant moins gradé, qui a évoqué leur rôle dans cette affaire, ce qui renforce les soupçons autour de leur implication. Face à la justice française, leur attitude est sans ambiguïté. Refus de répondre aux convocations, absence totale devant les magistrats, aucun effort pour se soumettre à une audition,
Autrement dit, ils ont choisi de disparaître plutôt que de s'expliquer. Dans ce contexte, difficile de reprocher aux juges français d'avoir privilégié la détention dans le cas de Smaïl R, car le risque de fuite n'avait rien de théorique. D'autant plus que lui-même avait déjà quitté la France après les faits pour se rendre en Algérie, y rester un certain temps, puis revenir en pensant sans doute être hors de danger, jusqu'à son interpellation en avril 2025 par la DGSI, le service de contre-espionnage français, qui l'a arrêté avant que la justice ne décide immédiatement de le placer en détention, précisément pour éviter qu'il le suive le même chemin que les autres. Quand deux figures clés quittent le territoire sans même répondre aux convocations, difficile pour la justice française d'accorder la moindre confiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ces responsables et leurs collaborateurs ont choisi la fuite, laissant derrière eux un climat de suspicion totale. Dans ces conditions, les autorités judiciaires n'étaient clairement pas disposées à prendre le moindre risque, et cela explique aussi certaines mesures dénoncées dans le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, notamment le fait que Smaïl R ait été privé de parloir depuis son incarcération, sans possibilité de recevoir ses proches, ni appel téléphonique, ni visite familiale. Un point d'ailleurs souligné en fin de déclaration, tout comme le fait qu'il n'a obtenu une première visite consulaire que le 17 mars, soit après près d'une année entière sans aucun contact officiel avec les représentants de son pays. Mais cette décision n'est pas sortie de nulle part, car il faut rappeler que, dans cette affaire, les services consulaires algériens eux-mêmes sont soupçonnés, ce qui change complètement la donne. Et dans un tel contexte, permettre des échanges avec l'extérieur aurait pu ouvrir la porte à des transmissions d'informations sensibles vers les autorités concernées, compromettant ainsi le travail des enquêteurs. Le parquet national antiterroriste, qui soupçonne l'implication de responsables liés au service de renseignement algérien, ne pouvait évidemment pas prendre ce risque, car autoriser un tel accès aurait pu perturber, voire compromettre les investigations en cours. En réalité, ce type de restriction n'a rien d'exceptionnel, car dans toute affaire grave, qu'il s'agisse de criminalité lourde ou de terrorisme, il est courant que les suspects soient temporairement privés de contact extérieur afin d'éviter toute fuite d'informations ou tentative d'influence sur l'enquête. Une pratique que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux systèmes judiciaires, y compris en Algérie. Soyons clairs et surtout honnêtes. La justice française n'a pas agi à la légère dans cette affaire. Elle n'a pas improvisé ni ciblé quelqu'un au hasard. Car on ne parle pas ici d'un simple incident, mais d'un enchaînement de faits extrêmement graves. Enlèvement, séquestration, tentative d'homicide, le tout inscrit dans un cadre qualifié de terroriste. Et face à cela, oui, le ministère algérien des Affaires étrangères invoque la protection diplomatique prévue par la Convention de Vienne de 1963. Et sur le principe, il a raison de rappeler ce cadre juridique. Mais il y a une nuance essentielle que certains semblent volontairement oublier. Cette protection n'est en aucun cas un bouclier absolu. Elle n'autorise ni les violences, ni les crimes, ni les actes illégaux. Car un agent consulaire ou un diplomate, malgré son statut, ne bénéficie jamais d'un droit d'impunité totale. Il ne peut ni enlever, ni agresser, ni tuer, ni organiser des actes criminels en toute liberté. L'immunité existe, certes, mais elle est encadrée, limitée, conditionnée. Et dès lors que des faits graves sont établis, des infractions majeures ou des violations manifestes du droit, cette protection cesse de s'appliquer. Elle tombe, elle disparaît. Et c'est précisément ce qui est en jeu dans cette affaire. Où il est question d'un enlèvement violent, d'une personne capturée, droguée, ligotée, avec la possibilité qu'elle soit transférée vers un autre groupe à l'étranger, avec des conséquences potentiellement dramatiques, ce que confirment d'ailleurs des éléments médicaux, ainsi que certaines enquêtes médiatiques, mettant en lumière un niveau de violence particulièrement alarmant. Il faut le rappeler sans détour. L'immunité diplomatique n'est pas intouchable, elle peut être levée. Et le droit international, notamment à travers la Convention de Vienne, donne justement aux États la possibilité de déclarer persona non grata un représentant étranger qui pose problème sur leur territoire, voire de prendre des mesures plus fermes si des faits graves sont établis. On ne parle pas ici d'un incident banal ou d'un écart mineur. Ce n'est ni une maladresse ni un petit délit sans conséquence, mais bien d'une affaire impliquant l'organisation d'un enlèvement avec tout ce que cela suppose en termes de gravité, jusqu'à être qualifié d'opération terroriste.
Il faut donc arrêter de minimiser la situation, car tant que cette affaire MDZ restera sans issue claire, toute tentative de rapprochement entre Alger et Paris restera bloquée, et cela, on l'a déjà dit et répété. À un moment donné, il faudra bien que les autorités algériennes sortent de cette posture de déni, acceptent de regarder les faits en face et surtout de coopérer pleinement avec la justice française pour permettre à la vérité d'émerger. Franchement, une question s'impose. Si les autorités algériennes sont aussi sûres de leur innocence, pourquoi une réaction aussi nerveuse, presque instinctive? C'est difficile à comprendre. Quand on n'a rien à cacher, on laisse la justice avancer, non? Alors pourquoi cette tension permanente, cette colère immédiate? D'autant plus que la situation diplomatique actuelle en dit long. Il n'y a même plus d'ambassadeur en poste, ni du côté français à Alger depuis avril 2025, ni du côté algérien à Paris depuis juillet 2024, remplacés par de simples chargés d'affaires. Un signe évident d'une relation profondément dégradée. Certes, certaines visites récentes ont permis de rouvrir timidement le dialogue et de desserrer légèrement l'étau. Mais au fond, rien n'a réellement changé. On reste bloqué dans une impasse et cette impasse porte un nom. L'affaire MDZ. Car ici, il ne s'agit pas de malentendus diplomatiques ou d'un différend mineur, mais d'un acte grave commis sur le territoire français, une atteinte directe à la souveraineté nationale, et cela, aucun juge ne pourra simplement l'effacer, même si, hypothétiquement, la plainte venait à être retirée, ce qui paraît peu probable, le fait demeure. Et posons la question autrement. Comment Alger aurait réagi si les services français avaient organisé l'enlèvement d'un opposant sur son sol? La réponse est évidente. La réaction aurait été explosive, peut-être même disproportionnée. Alors pourquoi aujourd'hui refuser de coopérer? Pourquoi ne pas ouvrir une enquête parallèle en Algérie pour éclairer les faits et travailler avec la justice française? Et surtout, pourquoi certains responsables comme Baziz ou Saloum n'ont-ils jamais accepté de répondre aux convocations, s'ils sont réellement convaincus de leur innocence? Alors une série de questions s'impose, et elles restent sans réponse. Pourquoi refuser tout simplement de se présenter? Pourquoi ne pas accepter d'être entendu? Pourquoi ne pas autoriser des magistrats à venir interroger les principaux concernés dans le cadre d'une coopération judiciaire? Et surtout, pourquoi éviter le parquet national antiterroriste s'ils sont réellement convaincus de leur innocence? Car au fond, c'est là que tout se joue. Quand on n'a rien à se reprocher, on s'explique. On fait face, on défend son honneur, on ne disparaît pas. C'est précisément cette attitude qui intrigue, voire qui dérange. Cette réaction presque instinctive, cette indignation immédiate accompagnée de grands discours sur le droit international, alors même que ce droit n'a jamais autorisé ce qui est reproché ici. Ni intimidation, ni surveillance illégale, ni manipulation, ni pression sur des opposants ou des figures politiques, ni traque ou menace sur des ressortissants à l'étranger. Toutes ces pratiques ne relèvent pas du droit. Elles en sont la négation. Et ce même droit international est justement là pour les condamner, les encadrer et les sanctionner. À un moment donné, il faudra bien regarder la réalité en face, car on ne peut pas éternellement esquiver la vérité. Elle finit toujours par remonter à la surface, et tant qu'il n'y aura pas de remise en question,